Place à présent à l'histoire des Juifs de France sur Radio J pour un nouvel épisode préparé comme tous les jours par Christophe Dard. Et c'est un portrait consacré à un président de la République que nous vous proposons ce matin. Alors ce n'est pas le plus célèbre et pourtant il a été une personnalité politique incontournable au début du siècle dernier. Il s'agit d'Alexandre Millerand. Sa carrière a été longue, il a occupé de nombreux postes au cœur de la Troisième République. Et c'est à Paris, Christophe, que Alexandre Millerand voit le jour dans une famille bourgeoise. Nous sommes en 1859 à Paris. Eh oui, exactement. Le fils d'un négociant en drap et de Mélanie Cahen, donc du côté maternel, eh bien la famille d'Alexandre Millerand est juive, originaire d'Alsace et de Lorraine. Une ascendance d'ailleurs qu'utiliseront les antisémites par la suite, notamment pendant l'affaire Dreyfus. Il fait ses études, notamment dans les prestigieux lycées Louis-le-Grand et Henri IV. Il obtient un baccalauréat de lettres, un baccalauréat universitaire et également une licence de droit. Et puis il effectue son service militaire en Bretagne avec le grade de sergent dont il sort. Il est décrit comme un homme d'1m70 aux yeux gris, aux cheveux châtains, avec un front bas, un visage ovale et un menton rond. Voilà pour la description de notre homme. Alors il débute sa carrière comme avocat. Excellent orateur, Millerand défend des mineurs impliqués dans des grèves et se place à l'extrême gauche finalement de l'échiquier politique. Il est également journaliste au sein du quotidien La Justice, fondé et dirigé par Georges Clémenceau. Sa carrière politique débute par un mandat de conseiller municipal de Paris en 1884. Il n'a que 25 ans et il est le plus jeune d'ailleurs des conseillers municipaux de la ville. Député de la Seine l'année suivante, il est constamment réélu et en fait il siégera pendant 35 ans à la Chambre des députés, même si on le verra, il changera de bord politique. Alors il siège d'abord à l'extrême gauche et se distingue d'ailleurs par des prises de position assez clivantes. Il donne de la voix, c'est un homme assez, on surnommera même le sanglier. Vous voyez, donc c'est un homme qui y va. Il défend d'ailleurs Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx. Et puis, c'est un homme anticlérical, un partisan, par exemple, de la laïcisation de tous les établissements scolaires. Il dépose même en 1887 un amendement pour exclure des lycées les aumôniers, pasteurs et rabbins. Mais la Chambre rejette sa proposition. Durant la crise boulangiste à la fin des années 1880 et le succès rencontré par le général Boulanger, il s'éloigne des radicaux. Puis, il devient la principale figure des socialistes indépendants qui prônent une politique réformiste assez éloignée du marxisme qu'il a pourtant, donc vous l'avez dit, défendu au cours des dernières années. Il n'en reste pas moins engagé à gauche. Il vote contre les lois scélérates prises contre les anarchistes en 1893 et 1894 à la suite d'attentats sanglants. Il devient une figure du socialisme parlementaire, plus en vue même que Jaurès, et devient en 1899 le premier ministre socialiste en France avec le portefeuille du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Et en 3 ans, il fait beaucoup de choses. Il réglemente et réduit le temps de travail à 10 heures au lieu de 12, il garantit un repos hebdomadaire dans les établissements dépendants de l'État, il facilite aussi l'accès des ouvriers au poste d'inspecteur adjoint du travail et crée les conseils de prud'homme. Il fait aussi voter un projet sur les retraites ouvrières et puis il prône également le développement d'un syndicalisme de masse pour encadrer l'action ouvrière et favoriser la négociation entre patrons et salariés. Alors en dehors de ses fonctions ministérielles, Alexandre Millerand s'implique activement dans l'affaire Dreyfus aussi. D'abord indifférent à ce dossier qu'il qualifie de question bourgeoise, il contribue au journal anti-Dreyfusard L'Éclair, puis finalement, il rallie le camp Dreyfusard à partir de 1898. Oui, c'est vraiment l'année charnière, c'est l'année où tout bascule, l'année où il y a de plus en plus de soutien en faveur du capitaine Dreyfus, même si dans le cas de Millerand, il insiste davantage sur la défaillance du système judiciaire que sur le traitement réservé à l'ancien militaire. Mais tout de même, en septembre 1899, c'est lui qui va convaincre Mathieu Dreyfus, le frère du condamné, mobilisé, vous le savez, depuis le début avec l'épouse du capitaine, pour demander la grâce présidentielle plutôt que de déposer un pourvoi en révision. Millerand menace même de démissionner si le président Loubet n'accorde pas sa grâce à Alfred Dreyfus, ce qui sera le cas. Par la suite, Mathieu Dreyfus envisage même d'engager Millerand comme avocat de son frère. On peut donc dire le changement de Millerand est important et ce changement d'ailleurs de position dans cette affaire va marquer une fracture au sein du socialisme français. Jugé trop modéré, il est exclu du Parti socialiste français en
1904, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre une très belle carrière politique et il s'implique dans les questions religieuses. Il s'oppose à la suppression du budget des cultes, mais vote pour la loi de séparation des églises et de l'État. La cinquantaine passée, il est nommé en 1910 ministre des Travaux publics. Et il doit notamment gérer la fameuse crue de la Seine, Paris qui fait alors face à des inondations monstres. Et puis après ce passage au ministère, Millerand va entreprendre un virage conservateur. En 1912, il est nommé ministre de la guerre pendant 1 an. Alors il veut lutter bien sûr contre l'antimilitarisme et publie d'ailleurs une circulaire qui proscrit l'adhésion des militaires aux syndicats ou associations loin de 1901. Et puis il met aussi fin à ces fiches, les fiches qui autorisent les officiers, les fiches vous savez qui recensent en fait les religions des officiers. Cela d'ailleurs a concerné bien sûr beaucoup de juifs qui ont été victimes d'antisémitisme au sein de l'armée et du coup dès lors Millerand autorise les officiers à appartenir à des associations cultuelles. Il décide aussi de réintégrer, alors ça va moins faire plaisir, le colonel Paty de Clam qui avait été chargé de l'instruction préliminaire de l'affaire Dreyfus. Ça va faire polémique, on peut pas vraiment dire que ce soit une décision philosémite. Et puis Millerand est de nouveau ministre de la guerre, cette fois au début du conflit, bien sûr en août 1914. C'est un homme nationaliste, il défend l'union sacrée et les forces de guerre et donc bien sûr cela marque sa rupture définitive avec la gauche. Après la victoire aux élections législatives de 1919 du Bloc national qui regroupe les partis du centre et de la droite, il devient président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. En janvier 1920, lors de l'élection présidentielle, le président de la Chambre des députés, Paul de Chanel, l'emporte. Alexandre Millerand conserve ses fonctions. Et fidèle à ses habitudes, il fait voter des mesures sociales et a fait aussi appliquer l'application des traités de Versailles du 28 juin 1919. Vous savez, ce fameux traité qui inflige de lourdes sanctions contre l'Allemagne et puis il lance aussi le rétablissement des relations avec le Vatican. Mais en fait, il va occuper ce poste assez peu de temps car Paul Deschanel sera président que quelques semaines. Le nouveau chef de l'État en fait souffre d'ivresse du sommeil. C'est une maladie grave puisqu'en fait cela consiste en une confusion mentale ou un comportement marqué par une désorientation dans le temps et dans l'espace. Et en fait, c'est ce qui va arriver à Paul Deschanel puisqu'une nuit de mai 1920, il fait une chute de train, il se retrouve en pyjama en rase campagne et il aura bien du mal à faire admettre qu'il est effectivement le président de la République. Alors 7 mois après son investiture, alors que sa santé ne s'améliore pas, Paul de Chanel démissionne finalement de l'Élysée. Le 23 septembre 1920, Alexandre Millerand est triomphalement élu président de la République. Contrairement à ses prédécesseurs, il souhaite que ses pouvoirs soient renforcés. Et chantre du patriotisme, Alexandre Millerand est à l'origine en fait de la tombe du soldat inconnu. C'est à lui qu'on le doit, cette tombe inaugurée le 11 novembre 1920 lors de la célébration du cinquantenaire de la République. Vous le voyez, Millerand est vraiment un homme attaché toujours au patriotisme. Mais vous savez, même s'il occupe la plus haute fonction de l'État, il est toujours attaqué pour ses origines juives. La Revue des questions historiques écrit ainsi en 1924 « Ce sang des aïeux n'est pas sûrement français et chrétien, une sève juive s'y est mêlée. » Mais avec les élections législatives de 1924 qui se soldent par la victoire du cartel des gauches, Millerand est contraint à la démission. Sénateur de 1925 à 1940, il fonde la Ligue républicaine nationale pour unifier les formations du centre et de la droite. Il s'inquiète en fait très vite aussi de la montée du nazisme en Allemagne. Voilà ce qu'il écrit dès 1929. « Nous dessaisir de notre ultime garantie, ce ne serait pas seulement trahir avec des intérêts, dit la France, la cause de nos amis, ce serait préparer de nos mains l'explosion d'une guerre nouvelle et prochaine. » Alors il met en garde bien sûr contre une volonté de revanche de l'Allemagne et constate donc la montée des nationalismes. Et d'ailleurs, il va s'opposer assez vigoureusement, faut dire qu'il est conservateur, à l'idéologie pacifiste incarnée par le Front populaire de Léon Blum entre 1936 et 1938. Merci beaucoup Christophe. Après la défaite de 1940, Alexandre Millerand se retire de la vie publique après 55 ans de carrière politique malade. Il meurt le 6 avril 1943 à Versailles à l'âge de 84 ans. Merci encore Christophe et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.